Bonsoir à tous. On revient cette semaine sur la situation en Biélorussie, 1 an et demi après la réélection frauduleuse d'Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis 1994. Depuis la violente répression qui s'est abattue sur toutes les couches de la société, quelle est la situation des catholiques ? Qu'en est-il de l'Église orthodoxe qui est sous le joug du patriarcat de Moscou ? Comment aussi les jeunes opposants poursuivent leur mobilisation ? On va en parler avec notre invité Stéphane Chmelevski, ancien ambassadeur de France à Minsk. Mais pour débuter cette édition, quelques repères géographiques. La Biélorussie est en Europe de l'Est. Elle partage ses frontières avec 5 pays, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Russie et l'Ukraine. Elle est historiquement polonaise. Elle compte environ 9,4 millions d'habitants, majoritairement orthodoxes. Ils représentent environ 75 à 80% de la population. Les catholiques, 10 à 15%, 1 à 1,5 million de fidèles, dont 3 000 gréco-catholiques. Les évangéliques pentecôtistes représentent, eux, 3 à 4%. Tout de suite, mon invité. Monsieur Chmelevski, merci beaucoup de nous retrouver. Vous étiez venu peu après ces vastes manifestations qui avaient débuté en août 2020, après la réélection d'Alexandre Loukachenko. On revient aujourd'hui sur ce qui se passe, puisque ça fait un moment qu'on n'a plus trop de nouvelles de ce pays qui s'est considérablement durci et refermé. Alors, quelques mots pour vous situer. Votre carrière diplomatique vous a conduit à Varsovie, Berlin, Moscou et Boston, avant d'arriver à Minsk comme ambassadeur de France, donc de 2002 à 2006. Vous avez ensuite été conseiller aux affaires religieuses au Quai d'Orsay et vous êtes actuellement président de l'Association des Amis de Franz Stock. Alors avant d'évoquer le contexte intérieur biélorusse, on ne peut pas évidemment ne pas parler de la guerre en Ukraine, avec ce geste fort tout d'abord qui a été posé par le pape il y a quelques jours, la consécration le 25 mars de l'Ukraine et de la Biélorussie au cœur immaculé de Marie. Alors cette consécration, elle a pris une dimension un peu particulière en Biélorussie, où les évêques qui se sont joints à cette démarche du pape ont demandé, je les cite, d'inclure dans le rite de consécration notre bien-aimée patrie Biélorussie, qui requiert également le patronage et les soins de la bienheureuse Vierge Marie en ce moment. Comment est-ce que vous comprenez, vous, ces mots des évêques ? Je crois que c'est un cri du cœur. Je crois que ça veut dire « ne nous oubliez pas, nous sommes là, nous aussi ». En ne parlant en quelque sorte que de la Russie et de l'Ukraine, ça donne l'impression, si vous voulez, que la Biélorussie, puisque nous sommes ici dans une émission qui s'appelle l'Église du monde, les fidèles de l'Église biélorusse, ne comptent plus. Et par conséquent, c'est un rappel des difficultés qui sont les leurs aujourd'hui. Parce que certes, eux ne sont pas sous les bombes, les troupes biélorusses ne sont pas encore, pour l'instant, peut-être le seront-elles demain, engagées dans le conflit, mais comment annoncer l'Évangile dans un pays qui est déjà totalement ou presque totalement vassalisé par la Russie. Et par conséquent, c'est un timide rappel de la part des évêques biélorusses que le troupeau biélorusse a besoin aussi de cette consécration. Et vous l'évoquiez, si jamais demain les troupes biélorusses étaient engagées en Ukraine, quelle pourrait être l'incidence religieuse ? Pratiquement, je ne pense pas qu'il puisse y en avoir, pas plus que toute autre composante de la société civile. L'Église biélorusse, l'Église catholique biélorusse n'a la marge de manœuvre suffisante pour dénoncer, ou alors il faudrait qu'elle rentre carrément en dissidence. Et l'objectif principal reste tout de même la nécessité de préserver au moins la liberté de culte et un espace de catéchisation
pour les fidèles. C'est ça l'enjeu. Donc c'est ça l'enjeu. Pas seulement en Biélorussie, dans tous les pays du monde qui se trouvent confrontés à des circonstances pareilles, dans tous les pays totalitaires. Et par conséquent, voilà, ils agissent et ils seraient obligés d'agir avec une marge de manœuvre particulièrement étroite. Alors on va en venir au contexte intérieur. En Biélorussie, 1 an et demi après cette vague de contestation qui a suivi la réélection pour un 6e mandat d'Alexandre Loukachenko, de nombreux jeunes Biélorusses avaient participé aux manifestations de 2020, comme Yaroslava et Victoria. Elles avaient alors 16 ans et étaient déjà très mobilisées contre le régime. Aujourd'hui, elles sont toutes les deux étudiantes à Vilnius, en Lituanie. Elles continuent d'être actives, notamment sur les réseaux sociaux. Et malgré les risques, on écoute leurs témoignages forts recueillis par Stéphanie Tesson. Now it is much more much easier to fight with our regime, just being here, just doing some volunteer work, just fight with the war in Ukraine, with dictatorship in Russia and Belarus. Because all that we do just influences, it has our activities are on the internet, and we can and so people even from Belarus and Russia can see this and maybe think that something wrong is going on in their native country. Even with this work that is not so big and huge, we may have some problems in our country, because now I'm going to Belarus in some days, and I'm quite scared because I don't know whether I'll go to the jail or not. I want to come back, but if the situation doesn't change, probably I won't, because it's unsafety to me, and now the situation became worse and worse each day. You can be sure that you will be prisoned probably if you won't say anything right there. My theater director with whom I worked there in Belarus, he were prisoned for half of month there. And now he is not the director of that theater, and he don't know what will they do. Voilà, une réaction, Monsieur Chmielewski, à ces témoignages. Et ces étudiants illustrent bien le travail magnifique, à mes yeux, que fait cette université libre. Alors racontez-nous. Biélorusse. Comme vous le savez, elle a été créée à l'origine dans les premières années de Loukachenko en Biélorussie. Et très vite, elle a fonctionné de façon indépendante, ce qui signait à court terme sa condamnation à la dissolution. J'étais personnellement en poste à Minsk lorsque cette dissolution est intervenue. Et c'est à la suite de ça qu'ils ont été obligés de s'exiler à Vilnius. Ce qui caractérisait cette université, et ce qui la caractérise encore visiblement, c'est l'enthousiasme et le patriotisme, pas au sens loukachénkien du terme, de ces étudiants qui, en fait, se préparent à être les cadres de demain. La dissolution de l'université, en plus, avait été émaillée de pas mal de péripéties, parce que les ambassadeurs de l'Union européenne, ceux des pays qui étaient représentés à Minsk, s'étaient unis déjà pour faire des représentations aux autorités biélorusses sur une échelle qui n'était pas tellement commune. C'est-à-dire que le ministre de l'Éducation, responsable de l'université, a vu un beau jour débarquer 8 à 10 ambassadeurs en convoi dans son bureau, en lui expliquant en quoi la dissolution de cette université porterait préjudice à la Biélorussie de demain. Évidemment, il n'a pas
il ne pouvait pas, quelles que soient ses opinions, il ne pouvait pas faire autrement que d'abonder dans le sens du président. Mais ça a quand même été une matérialisation un peu exceptionnelle de l'Europe qui venait d'admettre la Pologne et les pays baltes, etc. Et ça a bien fait comprendre aux Biélorusses ce que c'était. J'ajouterai enfin que la faculté, je ne sais si c'est le cas toujours aujourd'hui, mais la faculté alors en Biélorussie cette université avait une faculté de théologie et qu'elle a été dissoute avec le reste. Et je me souviens d'un entretien avec le métropolite Filaret à l'époque, avec qui j'essayais de voir ce qu'il était possible de faire. Et pour caractériser la situation, je me souviendrai toujours qu'il m'a dit « Eh bien voilà, le coup qui vient de nous être porté par les autorités biélorusses est un coup en dessous de la ceinture ». Voilà comment il caractérisait la fermeture de cette université qui est très prometteuse pour l'avenir de la Biélorussie. Qu'est-ce qui fait finalement l'identité biélorusse? Vous parliez de ce patriotisme marqué. Je crois que c'est le mélange de religieux ou de civilisation, si vous voulez, entre d'un côté le catholicisme latin et l'orthodoxie qu'on est bien forcé de qualifier de russe dans le cas présent. Et par conséquent, la véritable, dans cette situation, je crois qu'on a affaire à une population qui est tout à fait pénétrée, qu'elle est un peu à part de l'ensemble et qu'elle a les capacités en elle d'organiser son pays et sa vie de façon à faciliter, à être un pont entre les deux cultures. C'est en tout cas un rêve que j'ai souvent rencontré et entendu chez les Biélorusses. Et si ça avait bien tourné, malheureusement ça a très mal tourné, mais ils se voyaient bien comme une espèce de petite Suisse avec un carrefour d'échanges commerciaux et culturels, et ils auraient pu l'être. Alors, à présent, quelle est la situation aussi des catholiques? On s'en souvient, l'Église, elle aussi, s'était mobilisée aux côtés de la population lors des manifestations de 2020. Monseigneur Tadeusz Kondrusiewicz, qui était alors l'archevêque de Minsk, avait même été contraint à un exil forcé en Pologne durant quelques mois. Avant de démissionner officiellement pour raison d'âge. On en avait parlé lors de la précédente édition. Aujourd'hui, l'Église, elle est toujours sur surveillance, voire même menacée. Derniers exemples en date, un prêtre biélorusse arrêté il y a quelques jours a finalement été libéré. Il est suspecté d'être engagé dans une activité politique interdite par le régime. Et puis un prêtre polonais a dû quitter la Biélorussie, accusé d'activité extrémiste. Alors on le voit, les prêtres subissent eux aussi le régime autoritaire. Ils prennent aussi des risques en s'exprimant. Pourtant, le père Victor Zouk a accepté de répondre à nos questions. Il déplore que l'accueil des missionnaires étrangers soit si limité. On l'écoute. Many priests have 2, 3 or even more different places they have to attend to. And the Catholic Church in Belarus is still not self-sufficient in terms of number of priests. So we rely on missionaries, first of all, from Poland. And priests from abroad need to obtain a special permission from the state authorities in order to perform religious duties and ministries. And these permissions sometimes are short-term. Usually they are 1 year long, but sometimes it's 6 months or even 3 months. So this brings in uncertainty and creates some tension because it has happened that a priest had to leave the country and the parish would remain without a pastor. So amidst this type of difficulties, challenges, we try to carry the hope of the gospel and give witness to our faith. Alors comment est perçu par le régime cet appui du clergé polonais ?
Avec les difficultés que l'on perçoit. Hein, avec des difficultés que l'on perçoit tout juste à travers les propos de ce prêtre, mais qui sont encore beaucoup plus réels que cela. Si vous voulez, ça fait partie de la paranoïa du régime. L'Église catholique en Biélorussie est soupçonnée en permanence d'être alimentée, nourrie, de recevoir ces consignes de l'étranger. C'est pas complètement faux non plus dans la mesure où elle obéit à Rome comme toute Église catholique. Hein, l'Église catholique est universelle. Mais là, sur le plan pratique, et c'est l'écho que nous venons de voir, les autorités mettent tous les filtres possibles et tous les bâtons dans les roues possibles à ce qu'elle fonctionne normalement. Alors, vous avez évidemment de Pologne, mais pas seulement, d'Allemagne, d'Autriche, de tous les pays catholiques qui s'intéressent à cette partie du monde. Vous avez un appui pastoral, on envoie de l'argent pour reconstruire des églises ou pour bâtir ou améliorer le fonctionnement du séminaire, toute la littérature religieuse, enfin, on imagine ce type d'aide qui est totalement classique en termes de mission. Eh bien, c'est regardé à la loupe par les autorités et c'est de la même façon que les autorités russes, si vous voulez, examinent le fonctionnement des organisations non gouvernementales en cherchant toujours à prouver qu'elles sont financées de l'étranger, et ceci dans l'intention de nuire au régime. Ce qui fait que c'est vraiment très difficile d'agir. D'exercer sa mission. Alors, côté orthodoxe, un nouveau métropolite a été nommé peu après les événements de l'été 2020, Monseigneur Benjamin, qui est biélorusse. Donc, on le disait, cette église, elle est rattachée au patriarcat de Moscou. En quoi est-ce que c'est important que cette église, elle se maintienne dans ce giron russe? C'est toujours la question territoriale d'une influence aussi de l'église russe. J'espère ne pas vous choquer, mais vous savez que on parle souvent des buts de guerre de Poutine, mais il y a également des buts de guerre pour le patriarche Cyril. Les buts de guerre de Poutine, c'est les premiers immédiatement identifiables. Il en a peut-être d'autres, hélas, mais les premiers identifiables, c'est de rassembler l'Ukraine, les trois pays, l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie, sous une confédération. Sous son égide. Oh, politiquement, c'est difficile de le dire, mais si c'est une confédération, elle n'emportera que le nom. Vous le pensez bien, tout se décidera et tout se passera sous l'égide de Moscou, qui n'accepte pas la perte de ces territoires. Mais du point de vue orthodoxe et du point de vue de Kirill, c'est exactement la même chose. Ces buts de guerre, c'est de rassembler les églises biélorusses et ukrainiennes sous l'égide du patriarcat de Moscou. Alors, les situations sont un peu différentes. L'Église orthodoxe biélorusse est théoriquement déjà dedans, mais c'est un souci, le souci premier de Kirill est qu'elle ne s'émancipe en rien. Pour l'Église ukrainienne, il y a une Église qui est beaucoup plus indépendante dans les faits et qui ne veut pas carrément rejoindre la chose. Mais encore une fois, il y a des buts de guerre religieux comme des buts de guerre civils ou étatiques. Et malheureusement, ça implique une collusion absolument évidente entre les autorités religieuses et étatiques en Russie. Merci beaucoup, Monsieur Chmielewski, pour cet éclairage. On va continuer, bien sûr, à suivre ce qui se passe côté biélorusse.
Tout de suite, quelques autres actus dans le monde. Plus d'un mois après le début de la guerre en Ukraine, l'élan de solidarité à l'égard des Ukrainiens se poursuit. Si la générosité matérielle est essentielle, la dimension spirituelle est tout aussi importante, comme le souligne le père Leszek Krzyzak, qui est directeur du bureau d'aide à l'Église de l'Est de la conférence épiscopale polonaise. On l'écoute. Każda pomoc jest czymś naprawdę absolutnie wielkim, bezcennym, bo to jest świadectwo naszej ludzkiej i chrześcijańskiej solidarności. A oni tej solidarności bardzo potrzebują. I tej duchowej, i tej materialnej. To też jest pomoc, bardzo ważna. Niedawno miałem rozmowę z jedną starszą panią, biedniutka, pani materialnie biedna i ona mówi, ja bym chciała tak dużo dla tych ludzi zrobić, ale nic nie mogę, bo jestem biedna. Jedyne co mogę zrobić, to mogę się w ich intencji modlić. I to robi, modli się. I to jest jej wkład w tą pomoc drugiemu człowiekowi, w tą solidarność, która w tej chwili tak pięknie żyje. Au Nigeria, 3 prêtres ont été enlevés ces dernières semaines. Le 27 mars, dans l'état du Niger, dans l'ouest du pays, le père Léo Raphaël Ozigui a été enlevé avec 44 autres villageois par des bandits armés. La veille de cet enlèvement, 6 villages de l'état du Niger avaient été attaqués. Quelques jours plus tôt, le 24 mars, le père Félix Zachary Fitson, dans l'état de Kaduna, dans le nord, a lui aussi été enlevé. Et on est également toujours sans nouvelles du père Joseph Akete Bako, toujours dans l'état de Kaduna, enlevé le 8 mars. Le Vatican accueille une semaine de rencontres historiques entre le pape François et 3 délégations des peuples autochtones du Canada. Les représentants des Inuits, des Métis et des Premières Nations ont chacun été reçus par le pape pour un temps de dialogue, d'écoute et de prière. Au cœur des échanges, le traumatisme vécu par 150 000 enfants autochtones dans les pensionnats catholiques et protestants canadiens entre 1831 et 1996. L'État canadien avait en effet délégué une partie de son programme national d'assimilation forcée à l'Église catholique et à l'Église protestante. Ces enfants accueillis dans ces établissements y ont subi de la maltraitance, des violences, voire des abus sexuels. Pour le père Gilles Routier, professeur de théologie à l'Université Laval de Québec et supérieur général du Séminaire de Québec, le travail de réconciliation est aujourd'hui primordial pour la société canadienne. Je pense qu'on en est tout juste à la première étape. Il est important que l'Église catholique, ses représentants, notamment les évêques, le pape, c'est ce qui se fait également, écoutent la souffrance et commence de l'intérieur à comprendre le traumatisme que cela a représenté. Parce que, quelles qu'aient été les intentions, il y a certainement un traumatisme. Même s'il n'y avait pas eu de mauvais traitement, prendre des Autochtones qui étaient nomades, les envoyer dans un cadre de confinement, en quelque sorte, qu'est-ce que c'est un pensionnat? Ça ne peut pas faire autrement qu'être un traumatisme. Alors, il faut l'entendre. Et c'est la première étape, si on veut aller vers la guérison, que les gens aient le sentiment d'avoir été entendus, d'avoir été compris, que l'autre reconnaisse également que ses actions ont causé du tort. L'Église catholique, actuellement, surtout ces dernières années, s'est mise en marche. On ne peut pas traîner cette question-là indéfiniment. Elle nous blesse, elle blesse la société. Et si on veut ouvrir un avenir, il faut l'affronter. Et on poursuit sur cette actualité canadienne avec notre chronique du monde. Nous retrouvons depuis le Canada le père Dominique Lerouzès, qui est prêtre du diocèse du Québec. Il nous raconte comment ce chemin de pacification entre les peuples autochtones et l'Église se construit. En ces jours où le pape François reçoit une délégation des Premières Nations au Vatican, eh bien, je ne peux que me réjouir de toutes les initiatives qui se prennent ici au Canada qui vont dans le sens de la paix et de la réconciliation, de la justice. Donc, entre autres, ce fonds qui a été annoncé, donc un organisme de bienfaisance qui va dans le sens de la justice et de la réconciliation entre l'Église et les Autochtones. Donc,
prévoit la contribution de 73 diocèses au Canada pour un engagement financier de 30 millions de dollars. Alors, ça a été annoncé par les évêques du Canada. Et aussi, je crois profondément que ça va passer, en fait, la réconciliation par l'amitié. Personnellement, je connais plusieurs personnes des Premières Nations. Je pense à Marielle, à qui j'ai aidé à obtenir la pointure de souliers du pape Benoît XVI afin qu'elle lui transmette des mocassins. Voilà, je pense à Danica, une jeune artiste, Wendat, qui m'a fait visiter des tentes de sudation et qui m'a fait rencontrer un peu tout son patrimoine. Je pense aussi à Manon, Laurence, Kinnick, Olivier, que j'ai pu accompagner en pèlerinage à Medjugorje. Je crois profondément que la réconciliation va passer par l'amitié. Merci Père. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. Alors je vous rappelle que ce week-end, vous pourrez vivre en direct le voyage du pape à Malte, également sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et on se retrouve jeudi prochain. Au revoir.